m'a demandé il y a quelques années de faire des ateliers puis des formations. Donc je forme les collectivités, les agents des collectivités dans l'entretien et la gestion différenciée des espaces verts. Et je suis fondatrice d'une association qui en fait propose des ateliers de jardinage, d'éco-jardinage à des particuliers pour que les gens au niveau le plus local possible puissent s'approprier ces compétences. On assiste à une émergence de ces demandes-là. Et puis par ailleurs, ma passion pour le végétal ne cesse de croître en fait, puisque je me suis rendu compte, après avoir pratiqué pendant 20 ans dans mon jardin, qui est aujourd'hui un jardin-forêt comestible, qui est un lieu pédagogique, que la nature soignait, non pas sur le plan seulement physique, puisqu'en fait le corps s'est endurci, il va de mieux en mieux, mais également sur le plan moral. Et en fait, j'ai cherché pas mal d'informations sur le sujet. C'est à partir de 2015 que j'ai commencé à avoir des renseignements sur cette thématique. Et en fait, l'association me permet aujourd'hui d'emmener pas mal de personnes qui sont demandeuses en bain de forêt, prendre des baignades. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Et donc, ça fait partie des activités de l'association. Alors ce matin, mon parti pris, c'est de vous parler d'abord du point de vue général de la nature. Que la nature est une championne toute catégorie et elle a eu, on a entendu parler récemment des prix Nobel qui ont été délivrés, eh bien elle a pas mal de prix à elle seule. Elle a donc prix Nobel d'économie, on peut lui conférer aussi des prix Nobel d'architecture, on peut lui donner la médaille Fields de mathématiques, on peut lui donner toutes les médailles de concours d'art pour la beauté qu'elle nous donne à voir tous les jours. Ici, vous avez donc sur cette première image, ce que je vous donne à voir, c'est qu'en fait, vous avez d'un côté une rangée d'immeubles et ces immeubles-là, en fait, ont vue directement sur Central Park. Et ces immeubles, en fait, sont les appartements qui ont le prix au mètre carré le plus cher. Donc la nature, elle est belle et elle donne de la valeur. C'est une Golden Girl. Donc sa beauté crée de la valeur et du bien-être. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la nature en fait prodigue énormément de bien-être, mais cela va même au-delà. Au Japon, les bains de forêt où ils ont été étudiés en fait est devenu une priorité pour les soignants qui invitent toutes les personnes qui sont hyper stressées. Au Japon, c'est le cas. Et en fait, ils sont en burn-out quasi permanent. Et ces personnes-là, les médecins les envoient à titre préventif, quand il est encore temps, et bien sûr curatif, se faire des cures en pleine nature pour se soigner, pour décompresser. On sait aujourd'hui que d'être dans la forêt augmente la production de cellules tueuses, des cellules cancéreuses. Elle baisse l'activité cardiaque, elle baisse la tension et elle permet de perdre du poids. Donc par rapport à toutes les politiques de santé publique, la nature peut jouer positivement un rôle. La nature est une bibliothèque. Là, je vous donne à voir ici une image que j'ai retrouvée du travail de Léonard de Vinci, qui en fait, par le fait d'observer ce qu'il y avait autour de lui dans la nature, a permis de découvrir énormément de choses, de systèmes. Et il a, sur ce dessin, observé un coquillage pour observer la répétition, donc de fractales. Ce sont des images qui se répètent en partant d'une image toute petite et de la reproduire à l'infiniment grand. Et par ce fait, il a découvert le nombre d'or, des modèles mathématiques et qui nous ont servi par la suite. Donc quand on extrait de la connaissance de la nature, en regardant de plus près de quoi elle est faite, on s'enrichit. Chaque espèce dans la nature est un livre et chaque espèce détruite aujourd'hui est une perte irrémédiable pour nous, pour l'humanité. On va voir de quoi il s'agit. Ici, vous avez des sols qui sont totalement fracturés par l'extraction de gaz de schiste et les sols sont explosés. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. En fait, on descend, on fait exploser le sous-sol et du coup, différentes nappes explosent, se mélangent.
pour en extraire du gaz. Ceci dit, ça pose un énorme problème parce qu'on n'a pas pensé à tous les dégâts collatéraux que cela produisait, mais en fait, les personnes qui vivent sur le territoire se retrouvent avec une eau et des sols totalement impropres. Tout est pollué. Et lorsqu'on ouvre son robinet d'eau, eh bien, vous avez de l'eau, mais aussi si vous allumez un briquet, vous avez du feu, vous avez du gaz. Donc les deux sortent. Et donc tous ces territoires sont devenus impropres. Donc pensez à effectivement créer, mais pensez également à comment bien gérer pour ne pas détruire l'environnement. Je vous montrais ça puisque en fait Total est une entreprise qui vend du pétrole et donc l'extrait également. Aujourd'hui Total qui donc prélève de la matière vaut 90 milliards de dollars et Facebook aujourd'hui qui vend de l'information, de la donnée, de la connaissance. Je ne dis pas que c'est bien de vendre de la donnée, mais voilà, juste un chiffre, Facebook vaut 300 milliards de dollars. Ça donne un petit ratio intéressant de voir qu'aujourd'hui, voilà, les entreprises évoluent, les systèmes évoluent. Alors la prospérité de nos sociétés, elle repose depuis le 19e siècle sur la destruction de la nature. Hein. On se l'approprie, on l'utilise et on la maltraite d'une certaine manière. Le recyclage, en fait, de la matière extraite doit être le pendant de toute création et de toute transformation. Et aujourd'hui, c'est bien le problème que l'on voit dans les différents secteurs économiques, c'est que le recyclage n'est pas forcément pensé. Et ça, avant même la conception, il faut vraiment réussir à penser à quoi faire des déchets, à quoi faire du traitement, de l'extraction ou bien des produits issus de la transformation. Voilà, l'extraction du pétrole, on le transforme et puis voilà, d'une certaine manière, on le retrouve au fond des océans. C'est pas du tout là qu'il devrait être. Donc pensons à la nature. La nature, elle est dans son fonctionnement une excellente économiste. Elle crée de la richesse durablement. Chaque organisme, comme je vous l'ai dit, est un livre et un organisme, en fait, génère des procédés. Ici, vous avez une sèche. Cette sèche, en fait, avec sa peau, son enveloppe corporelle, génère ce que l'on appelle le phénomène de bioluminescence. Et en fait, cette petite sèche, avec ce type de revêtement, en fait, sur elle, a inspiré des chercheurs de Samsung qui, en fait, en ont inventé les écrans tactiles. Pas mal comme exemple. Ici, un petit exemple d'architecture, c'est une diatomée. Ici, on en respire. Ce sont donc des micro-organismes qui vivent dans l'eau de mer, dans les océans. Et puis, vous voyez un petit peu cette architecture parfaite. Donc, c'est beau, c'est léger, c'est extrêmement utile. Et du coup, cette architecture est très, très inspirante. La Tour Eiffel, l'ingénieur qui a monté la Tour Eiffel, en fait, s'est inspiré de l'articulation des os, de la structure et de l'architecture des os humains pour pouvoir concevoir cette Tour Eiffel qui, en fait, est extrêmement légère et qui, depuis son grand âge, tient vraiment parfaitement. Donc, la nature, de par ces modèles architecturaux, inspire également. Ici, voilà un cône, enfin voilà des cônes, plusieurs variétés. Et ce coquillage, il a un business model à 5 €, mais on va voir qu'il y en a un qui est bien plus intéressant puisque ce coquillage, en fait, produit un venin. Chaque mois, il produit 1 mg de venin. Et ces venins, qui issus d'animaux ou bien de végétaux, valent de l'or, voire quelquefois plus cher. Donc un cône du Pacifique produit une mycotoxine qui, pour 1 kg, revient à 800 millions de dollars. Et donc cette mycotoxine, en fait, soigne de façon extrêmement précise et elle est utilisée en biotechnologie. Un modèle tout simple, quelqu'un qui passait dans la nature, qui s'est promené et qui est revenu avec une graine sur ses vêtements, sur le pelage de son chien. Il s'est dit, tiens, c'est amusant, ce petit truc-là, ça s'accroche partout, regardons comment c'est fait. Et bien voilà, cette plante qui est une bardane, une plante archi-commune, en 1948, ce monsieur en Suisse a déposé un modèle et il a inventé le velcro. Alors revenons un petit peu plus maintenant de la nature, je vais refaire un petit focus sur la forêt.
La forêt qui est un modèle parfait, qui est extrêmement inspirant. Et moi, en fait, dans mon travail au quotidien, c'est ce dont je m'inspire pour vraiment la conception du jardin. J'ai compris qu'en fait, la forêt, personne n'a besoin elle n'a pas besoin de nous pour fonctionner toute seule. Ça, je ne vous apprendrai rien. Mais son modèle, en fait, est parfait. La forêt, donc, nous donne du bois de construction, du bois pour en faire notre mobilier, pour faire de l'isolant, pour nous chauffer, bois de chauffage, pour faire du papier. D'autre part, sur le plan de la nature, ils sont vraiment extrêmement importants. Donc, les arbres absorbent le CO2 de l'air. Vous savez, ça participe au réchauffement et au changement climatique. Donc, il y a un petit souci, il y a trop de CO2, mais les arbres, ils l'adorent et ils le mangent. Donc les arbres absorbent également les chaleurs d'été, ils créent aussi de la fraîcheur, ils sont comme nous, ils transpirent. Et du coup, de planter des arbres est extrêmement utile pour créer des courants d'air, pour créer de la fraîcheur en été. Ils boivent l'eau des pluies, ils filtrent l'eau, ils la nettoient, ils dépolluent avec leur système racinaire et ils la nettoient. Ils atténuent les vents forts d'hiver. En ce moment, quand vous êtes dans un jardin et que vous avez des arbres pour vous protéger du vent, eh bien vous êtes tranquille. Et surtout, les arbres nous rendent de l'oxygène. Donc sans eux, il n'y a pas de vie possible sur Terre. D'autre part, quand on plante des arbres, eh bien, ils font tomber la pluie et ils alimentent les ruisseaux. Il y a plusieurs expériences comme ça. Alors l'histoire de l'homme qui plantait des arbres de Giono, c'est une histoire, ce n'est pas une histoire vraie, c'est un récit. Mais par contre, il y a des récits authentiques de personnes qui, sur des zones désertiques, ont replanté des arbres petit à petit. Ça a été le travail de Pierre Rabhi aussi, avec ses formations qu'il a été faire en Afrique, et où, grâce à des déchets, organique, il a reconstitué des oasis, il a refait, comment dirais-je, reverdir le secteur et l'eau est revenue dans certaines zones totalement arides. Donc les arbres participent à la vie sur Terre, aujourd'hui c'est indéniable et c'est l'un des combats de l'association d'ailleurs. Ils sont aussi comestibles, vous pouvez manger des jeunes feuilles de tilleul ou bien de bouleau et d'autres, Ils soignent. Lorsque vous buvez du jus de la sève de bouleau, vous pouvez vous détoxiner votre organisme à la sortie de l'hiver. Et ils embellissent les paysages, évidemment. Quand on va dans un parc, on aime bien se mettre à l'abri d'un arbre, on aime bien regarder un arbre. Des arbres varient, changent de couleur au fil des saisons, fleurissent, des pommiers, des cerisiers en fleurs, c'est magnifique. Et sinon, dans leur système, c'est là où j'adore l'histoire des arbres parce qu'ils sont vraiment très proches de nous dans leur fonctionnement et on devrait vraiment s'en inspirer davantage. Ils mutualisent leurs compétences, ils mutualisent les ressources, ils collaborent avec de nombreux êtres vivants qu'ils abritent. Ils nourrissent une quantité d'animaux du sol ou bien en étage. Pas mal de monde habite dans les arbres. Et ils organisent des symbioses, notamment avec les champignons. Voilà ici ce qui se passe. Vous avez peut-être entendu parler du Wood Wide Web. En fait, les arbres, avec leurs racines, vont mutualiser avec les champignons. Les champignons, en fait, vont envoyer dans leur sève brute de l'eau. Donc, ils vont donner de l'eau aux arbres, ainsi que d'autres nutriments. Et en échange, l'arbre, avec la sève élaborée qui redescend, va nourrir les champignons en sucre. Et ensuite, ça ne s'arrête pas de là, puisqu'en fait, vous voyez que de part et d'autre, l'arbre, les racines, les mycéliums, les champignons souterrains, ce sont toutes ces petites lignes grises que vous voyez en sous-sol, eh bien, vont pouvoir nourrir les arbres, entre eux. Et ces champignons souterrains, ces mycorhizes, peuvent représenter des kilomètres énormes. Ce sont vraiment des organismes très très vastes qui colonisent les sous-sols, qu'on ne voit pas, donc forcément on ne sait pas leur présence, mais ils sont extrêmement importants pour la vie du sol, pour la fertilité du sol. Voilà, je vous ai mis cette petite image qui est rigolote, mais fabriquer soi-même un climatiseur, c'est pas dur. Un arbre apporte autant de fraîcheur que 5 climatiseurs. Songez qu'avec une graine, un petit gland, un petit peu d'eau, du soleil, puisque les arbres fonctionnent à l'énergie solaire, eh bien voilà, ça pousse tout seul, ça grandit et ça rafraîchit l'atmosphère. Donc c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas aussi que ça nettoie les sols, c'est important.
Alors, en termes de biodiversité, le bien-être et le bien-être de la nature, en fait, tient par la biodiversité que l'on compte. Voici un petit peu les modèles que nous avons. En fait, nous avons un modèle en haut où nous avons, par rapport à ces diversités de paysages, vous avez des champs, des petites parcelles couplées avec des arbres, couplées avec des bois, des bosquets, avec des mares, avec des petits ruisseaux. Vous avez autant d'animaux juste en face. Et puis lorsque le remembrement passe, et puis lorsque les cultures changent, que l'on équipe les agriculteurs avec des tracteurs, avec des labours, avec une façon de gérer les cultures, eh bien la population des animaux baisse, voire pour certaines disparaît. Et enfin ici le modèle intensif, où là on est sur de la monoculture assez intensive, eh bien il ne reste plus que ce que je vois beaucoup par chez moi malheureusement. On a encore quelques petits bocages, mais c'est vrai que la majorité de la biodiversité a tendance à baisser. Et ça, c'est vrai que c'est une catastrophe pour l'eau et puis pour les plantes, puisque les animaux qui ont disparu ne sont plus là pour réguler la chaîne du vivant. Et s'il y a un individu qui manque, eh bien toute la chaîne est cassée et il se peut que les cultures soient envahies de pucerons, par exemple. On en entend maintenant avec les néonicotinoïdes qui sont remis sur la sellette. Eh bien le puceron revient parce que lorsque vous regardez les champs du ciel, vous vous apercevez qu'il n'y a quasiment plus d'arbres, donc il n'y a plus d'animaux pour pouvoir manger ces pucerons. Et la lutte intégrée avec les auxiliaires dans les jardins, c'est justement ça, c'est d'apporter de la diversité végétale pour que la biodiversité animale puisse bien fonctionner et réguler les ravageurs. Alors cette année, voilà, depuis 1970, il y a une baisse de la biodiversité énorme. Il y a 68% des espèces animales qui ont disparu. Dans le même temps, je voudrais quand même signaler, tout n'est pas noir, que cette année, en 2019, ce sont des rapports de l'Agence de la biodiversité, on a retrouvé 70 nouvelles espèces. Donc voilà, tout n'est pas totalement désespéré. Certaines zones sont reboisées, certaines zones sont réaménagées. Il y a notamment un énorme travail des collectivités qui a déjà été initié, puisque les collectivités ont été les premières à mettre en place les plans de gestion différenciés. Et du coup, ces modèles de plans de gestion différenciés ont amené des changements également chez les particuliers, qui voient un petit peu le travail des agents des collectivités et qui s'approprient ce modèle. Donc des choses positives ont lieu, ne soyons pas totalement négatifs. Alors avec ces ruptures dans la chaîne du vivant, de la biodiversité qui est rompue, eh bien il y a le problème des zoonoses. On pense que le Covid en est une, donc voilà, des micro-organismes qui se seraient échappés ou bien d'élevage ou bien venus d'un animal sauvage. Et en fait, ça a impliqué aujourd'hui dans notre société pas mal de changements et de quête de sens. Et c'est en ça que les entreprises aujourd'hui changent leur façon de voir et se questionnent vraiment sur leur utilité, sur leur fonctionnement, sur être bénéfique au général, à la société. Il y a pas mal d'émergences locales, pas mal d'initiatives dans notre secteur, comme chez vous ici. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'initiatives citoyennes où il y a des jardins partagés qui se montent. Il y a un partage de graines, de grainothèques. Il y a des ateliers basés sur l'alimentation à titre préventif pour l'amélioration de la santé. Des vergers, des conservatoires animaux. Et là, je voulais vous parler plus particulièrement d'une SCOP, une coopérative du pays de Dinan, que vous avez peut-être aussi comme modèle par chez vous. J'entendais parler d'une filière bois tout à l'heure en arrivant. Je suis arrivée, je n'ai pas pu entendre la présentation précédente. Mais voilà en tout cas la présentation donc, de la SCIC Bois Énergie, qui en fait, en termes de ressources, travaille sur le bois. Donc ils ont été plusieurs entrepreneurs avec différentes compétences, mais toujours liées au bois, à monter, à créer cette structure, avec donc pour moteur différents outils, donc l'entretien des arbres chez les particuliers, sur les collectivités. Ils ont développé un plan de gestion du bocage, ils informent les agriculteurs, travaillent chez eux.
s'occupe donc de la taille et de recépage. Ensuite, ce bois-là, vous le voyez, il est valorisé à travers différentes solutions. Il y a pour une part du broyage, du BRF et du paillage. Donc là, on déchiquette le bois. On va le restituer, comme vous le voyez sur la gauche, on va le restituer plus tard au sol. Donc ce paillage et ce BRF vont servir sur les aménagements d'espaces verts comme paillage, comme paillis, le temps que les plantes s'installent, qu'elles grandissent. Ça va limiter l'érosion, ça va limiter la levée des mauvaises herbes et c'est un engrais, c'est une sorte de fertilisateur aussi, un fertilisant, pardon, fertilisant et le BRF agit de la même manière. Le BRF, le bois réal fragmenté en fait, est du broyage de bois un petit peu plus vert. Donc lui va avoir un autre fonctionnement dans la fertilisation des sols, il va apporter un peu plus d'azote. Et il sera paillé généralement au printemps ou bien à l'automne, tandis que le BRF, on peut le mettre toute l'année. Donc il va y avoir également du bois déchiqueté, ils vont fabriquer et débiter du bois bûche, du bois de chauffage, ils vont également faire des piquets de châtaignier, il va y avoir également des granulés. Donc tout cela, voilà, le bois va être transformé et puis ensuite il va être brûlé bien sûr pour tout ce qui est bois de chauffage. Donc ça va repartir dans l'atmosphère en CO2 pour les arbres se nourrissent du CO2 et du coup, d'autre part, le paillage sera restitué, mis directement au sol et voilà, cela va retourner à la nature. Donc le cercle vertueux est là, mais il y a également un dernier pan très important, c'est le dernier qui s'occupe des plantations où normalement autrefois, pour chaque arbre débité, arraché, on en plantait 2, et bien là, il y a des campagnes, des programmes de replantation avec le programme Braise Bocage. Peut-être que vous le connaissez ici chez vous, hein, je pense. Ouais. Voilà. Donc en fait, il faudrait, d'après ce que je vois moi dans les campagnes, il faudrait augmenter drastiquement sur les exploitations agricoles. Je vois quelques haies qui se remontent, mais pas suffisamment à mon goût. Je trouve que ça coupe tous les ans. Il y a énormément de bois dans les campagnes qui sont abattus, beaucoup d'arbres, mais pas forcément remplacés. Donc c'est quelque chose que je souhaiterais vraiment voir remis un peu plus au goût du jour. Donc cette entreprise a obtenu le prix de l'économie sociale et solidaire en 2017 et son activité semble positivement fonctionner. Donc moi, par rapport à mon travail, comme je vous le disais, l'éco-conception, c'est vraiment m'inspirer du modèle de la forêt. Le jardin que j'ai fait au jour d'aujourd'hui, c'est un jardin que je voulais être paysager, puis avec le temps et mes enfants grandissant, je me suis dit qu'on allait y mettre un peu plus de nourriture. Voilà, le ventre est là, il y a de très très bonnes choses, la nature est formidable. Donc elle nous gâte, alors je me suis inspirée de la forêt, j'ai planté pas mal d'arbres fruitiers, j'ai planté des haies avec des arbres qui donnent des baies, des fruits comestibles, donc il y a de la mélanchier du Canada, il y a des pruniers, il y a des noisetiers, il y a du sureau, voilà tout un tas d'essences qui sont importantes et donc la forêt a été le modèle. Donc ici voilà l'exemple d'un jardin que j'entretiens qui, pour vous faire comprendre un petit peu le propos, c'est qu'en fait il faut rendre à la terre ce que nous lui avons pris. C'est vraiment le bon deal qu'il faut faire avec elle pour que ça fonctionne, dans la mesure où ce jardin-là est entouré de haies. Juste à côté, vous avez de grands arbres. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un rayonnage, un cadre, un cocon planté d'arbres qui puisse fournir de la biomasse pour pouvoir être redistribué au sol sous forme de paillage. Et puis vous avez donc de l'herbe qui va, elle, être coupée, tondue, ou bien toutes les fans de légumes ou bien de taille verte va être également broyée et puis restituée au sol sous forme de paillage ou bien compostage. Donc voilà, le compostage, c'est la solution pour pouvoir réutiliser toute cette matière organique essentielle à la vie du sol et essentielle pour qu'on puisse manger.
Donc la biodiversité dans les jardins que je conçois, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc comme je vous le disais, il y a des arbres, il doit y avoir de l'eau, il doit y avoir du soleil, il doit y avoir également une biodiversité végétale pour faire venir un maximum d'espèces animales différentes, variées, et que le jardin soit vraiment vivant. Et avec des animaux entrés dans le jardin qui s'installent, qui passent, puisqu'il y a des migrations, eh bien il y a une régulation automatique et un équilibre parfait qui s'opère. Donc la biodiversité, voilà un cétoine. Alors le cétoine, c'est un animal qui vit dans le compost et c'est un animal qui est une grosse larve lorsqu'il est jeune, et en fait il participe à la décomposition du bois mort. On trouve dans tous les composteurs bien chargés en bois décomposé, cette petite bestiole qui plus tard, une fois la larve sortie et épanouie, mature, vous avez ce magnifique insecte qui est une forme de scarabée qui va butiner, qui va aller de fleur en fleur. Donc voilà encore une bien jolie bête, c'est totalement inoffensive. Le recyclage, comme je vous disais, c'est quelque chose d'essentiel. Et avec une scope à Rennes, nous avons travaillé sur différentes façons de recycler. On forme bien sûr tous les particuliers à le faire chez eux pour pouvoir valoriser les biodéchets de cuisine déjà. Le volume des poubelles est considérablement allégé, donc tous ces biodéchets vont au jardin ou bien en pied d'immeuble. Il y a des structures qui s'occupent de composter en pied d'immeuble tous les biodéchets et on récupère une manne assez intéressante pour pouvoir justement alimenter en matière organique des jardins partagés en ville ou bien dans des petites communes ou bien son propre jardin. Ici, c'est un exemple de récupération de bois. Vous voyez un petit peu comment ça a été taillé, aménagé, et voilà, ça embellit la zone. Donc là, ce bois va tout doucement se décomposer avec le temps. Il devrait y avoir beaucoup de visiteurs, donc des oiseaux qui en passant vont mettre une déjection, semer des graines, ou bien ça peut être aussi un abri à crapauds, à autres animaux, et donc c'est un lieu de reproduction et c'est un abri utile. Donc nous avions réfléchi avec Essenia à ce type d'installation pour que sur des communes on puisse installer des plateformes de recyclage, que les particuliers y viennent sur des communes de petite taille, de 1000 à 2000 habitants à peu près, voire plus petites, pour que les habitants n'aient pas à se déplacer en voiture et soient à gérer le plus près possible de leur domicile, à gérer ces déchets pour pouvoir ensuite récupérer et partager cette matière organique et la restituer à nouveau dans leur jardin. Ici aussi, c'est un autre exemple de collecte d'un jardin pédagogique. Ça, c'est dans les Côtes d'Armor. C'est la pâture Eschen. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un jardin pédagogique où il y a pas mal de formations sur la permaculture notamment. Et en fait, ce jardin pédagogique a été démarré sur ça de sol, de terre. En dessous, c'était la roche. Et aujourd'hui, à force d'amendements, d'apports de matière organique, là ce que vous voyez, ce sont en fait des paysagistes qui, plutôt que d'aller en déchetterie parce que ça leur coûte de l'argent, il y a effectivement un facteur économique qui fait que voilà, il peut y avoir aussi un don, tout simplement. Au lieu d'aller, on partage et on valorise dans différents endroits. Donc je connais différents jardins partagés de la sorte qui récupèrent maintenant cette matière organique que les paysagistes récupèrent en masse et qui va être valorisée. En ce qui concerne la gestion des communes, la gestion différenciée dont je vous ai parlé permet en fait aux communes d'avoir différentes conduite des espaces verts. Vous pouvez avoir dans un centre-ville comme ici des espaces verts aménagés qui ont été embellis avec des plantes quelquefois annuelles, c'est-à-dire que ce sont les plus chères, elles ont un cycle de vie très court, mais voilà, pour le fleurissement d'événements comme la Toussaint ou bien quelques fêtes printanières, on peut planter avec ce type de plantes, mais la tendance n'est plus vraiment à cela et aujourd'hui on a vraiment tendance à remplacer
comment dire, les balconnières de géranium par tout simplement aucune jardinière, pardon. Et en fait, les jardinières, ce genre de plantation demandent beaucoup d'eau, donc ça c'est terminé. On est passé à quelque chose de durable et sur des plantations de plantes vivaces, de bulbes, d'arbustes. Donc la conception, c'est par exemple sur cette image aussi des gestions différenciées. On va laisser des friches naturelles pousser, on va laisser des zones d'herbes faire leur cycle pour que les animaux, eux aussi, y fassent leur cycle et puissent perpétuer leur espèce tout simplement et contribuer à l'équilibre de la biodiversité et réguler toutes les attaques ou de champignons, puisqu'il y a aussi une biodiversité végétale importante, ou bien biodiversité animale. Il y a également les trames vertes et les trames bleues. Alors les trames vertes et les trames bleues, vous avez sans doute entendu parler de cela. Ce sont en fait des corridors qui vont permettre à la nature de laisser passer des animaux, par exemple, ou bien pour nous, humains, tout simplement, d'avoir des zones naturelles, presque sauvages, et où l'entretien est relativement limité. Donc ça ressemblerait ici, par exemple, dans ce genre de passage, à de la trame verte. Et la trame bleue, eh bien, ce sont les corridors dédiés à des cours d'eau, où on va protéger les abords pour éviter que la pollution de l'eau soit à nouveau présente ou aggravée. Donc vous avez pas mal d'indications sur quelques communes. Ici, j'ai pris l'exemple de panneaux de signalisation. C'est important que les gens sachent ce qui se passe, pourquoi on laisse pousser l'herbe à tel endroit. Eh bien, si on note, si on communique, les habitants vont davantage accepter et mieux appréhender ces changements visuels. On n'est pas habitué à voir des choses qui poussent, à voir la nature reprendre ses droits. On aime bien les choses carrées, que ce soit propre. Eh bien, là, dans ce cas-là, mettre un panneau, ça apaise tout le monde et les gens, effectivement, peuvent se questionner, peuvent s'interroger et s'emparer même du sujet. Sur la commune de Pleurtuis, à Saint-Lunaire exactement, les CPU ont mis en place une petite idée astucieuse pour que les habitants s'approprient justement la biodiversité. C'est un système de panneaux avec recherche de hérissons, on recherche un lézard, on recherche le moineau et chaque mois, il y a une thématique durant une année. Et en fait, on va parler de tel animal, de ses compétences, de son habitat pour que les gens soient sensibilisés. Mais au préalable, on aura demandé aux habitants de compter et de signaler le hérisson qui habite chez eux. Et les gens, généralement, sont très très contents de dire que voilà, j'ai un hérisson chez moi, j'ai des crapauds, j'ai ceci chez moi. Et du coup, ça participe à la prise de conscience des habitants pour protéger et prendre part aussi à cette lutte contre la disparition de la biodiversité. Et les déchets dans notre collectivité, et moi je fais partie de la communauté de communes Couesnon-Marche de Bretagne, donc on est vraiment du côté du Pont-Saint-Michel, Entrain-Fougères, dans cette zone-là. Et depuis peu, les déchets en fait collectés sur les bords de route ont été valorisés par l'installation d'une entreprise qui collecte toutes ces coupes, puisque au bout d'un certain temps, la fauche tardive, tout ce qui est coupé est prélevé et extrait, et tout ce qui est extrait en fait est valorisé en isolant, fait à base d'herbe et conditionné sous forme de panneaux ou bien comment dirais-je, comme des bottes de paille en fait, si vous voulez, en volume un petit peu plus gros. Et voilà, ça constitue un isolant. Et ça, c'est fait en Bretagne, près de chez nous. Alors dans un jardin naturel, on doit trouver forcément des plantes aromatiques pour faire sa cuisine, des plantes médicinales pour se soigner, faire ses tisanes, des teintures. Ça peut être une usine, une pharmacie de grand-mère, entre guillemets, mais qui est assez efficace et qui permet aussi, de par ses floraisons, échelonnées tout au long de l'année, d'avoir de belles fleurs et de belles plantes. Alors l'éco-conception, pour synthétiser un petit peu, il faut penser à équilibrer en permanence le système jardin. C'est-à-dire qu'il faut toujours restituer à la terre ce qu'on lui a pris.
des légumes que j'ai été arracher, j'ai coupé bien sûr la peau, j'ai les épluchures, etc. Tout ça, ça va revenir au compost et ensuite le compost, une fois qu'il sera parfaitement désagrégé, je le remets, je le restitue au sol. Il faut assurer, on peut assurer aussi par l'éco-conception et là plus largement en dehors d'un jardin de particulier, c'est assurer la protection des sols, la protection de l'eau et la protection de l'air. Alors l'eau et l'air sont protégés mais les sols ne le sont pas. Donc il y a un énorme trou juridique par rapport au sol et c'est quelque chose d'extrêmement important dont il faut s'emparer. C'est vraiment éviter de salir et de continuer à polluer les sols. Donc il existe dans la nature des systèmes extrêmement ingénieux qui existent depuis très très longtemps. Les saules par exemple sont capables de détoxiner, de phytoremédier comme on l'appelle, des sols qui ont été pollués. Il y a également, on les appelle les plantes phytoremédiatrices. Il y a également l'installation de plantes locales. Réinstallons des plantes sauvages locales qui ne soient pas envahissantes et remettons en fait du couvert végétal un petit peu partout plutôt que de la bâche plastique qui met un temps fou à se désagréger, qui ne se désagrège pas d'ailleurs. Ensuite, garantir la pérennité de la biodiversité, c'est quelque chose d'essentiel pour que l'on puisse fonctionner à long terme, assurer la pollinisation de nos fruits, de nos légumes. Sans ça, on sera comme en Chine avec nos petites, de petites tiges. Vous avez des femmes qui pollinisent à la main des arbres et des champs entiers de fruitiers. Donc ça, ce serait quand même dommage d'arriver à ça, ça coûterait encore plus cher à la société. Donc éviter des zoonoses par la garantie de la biodiversité, maladies chroniques graves, éviter des dépenses de santé liées à la dégradation de l'environnement. Ensuite, embellir les communes et arborer des paysages, recréer la diversité des territoires, des terroirs, replanter des haies, fleurir également vos communes avec des campagnes de fleurissement du pied de mur. Ça peut être sympa aussi d'inviter les habitants à se retrouver, à créer du lien pour planter en pied de mur. C'est vrai qu'il peut y avoir des mauvaises herbes, mais il peut y avoir également de très très jolies fleurs à s'installer un petit peu partout, pérennes et non invasives. Donc l'éco-conception dans les jardins et dans les espaces verts, c'est faire de l'économie de la connaissance, c'est faire du partage et de l'économie d'usage. C'est se retrouver, partager par exemple autour d'un jardin partagé, un jardin communal, se retrouver autour d'une activité. Chez moi, dans le jardin pédagogique, par exemple, lorsqu'il y a un événement, généralement on ouvre le jardin pour la journée bienvenue dans mon jardin au naturel. Tous les particuliers peuvent venir s'inspirer. Et là, généralement, on se retrouve avec du théâtre, avec des lectures. Donc il y a des rencontres littéraires, mais il peut y avoir également des rencontres économiques autour de l'activité économique hyper locale. Il y a pas mal de gens sur nos territoires qui habitent, qui sont de véritables pépites, on en rencontre pas mal. Et du coup, voilà, favoriser le lien social, une occasion aussi de responsabiliser les habitants et de créer de l'emploi de proximité. C'est ce qu'il faut viser à faire. Dans l'éco-conception, c'est également, pour les jardins et les espaces verts, c'est viser au bien-être général de la population, physique et mentale. Ça passe par une alimentation saine, manger des aliments dont on connaît la provenance, dont on sait, dont on a participé à la culture, c'est extrêmement... ça donne confiance, ça recrée du lien également. Et donc la pratique du jardinage en elle-même est une activité, comme on l'appelle dans le département, sport santé à part entière. On fait de la musculation, il n'y a pas besoin de louer une salle, on est en extérieur, on est en plein air et on capte donc les rayons du soleil, on a de la vitamine D, on bouge, on met les mains dans la terre, il y a une bactérie du sol qui favorise l'immunité, donc la Mycobacterium vaccae, puisqu'il s'agit d'elle, agit sur nos organismes. Donc mettons-nous à jardiner, nous serons en bonne santé et on ne contribuera pas aux dépenses de santé de l'État. Ensuite, essentiel, c'est garantir un environnement évidemment propre et décent pour l'avenir de nos enfants et des générations futures. Et alors, il y a peu de temps, j'ai entendu une économiste qui s'appelle Aurélie Piette,
qui a écrit un livre, Quand l'Homo economicus saute à l'élastique sans élastique, où elle fait état justement de toutes ces formes d'économie locale, territoriale, de l'économie sociale et solidaire, mais surtout en fait de l'emploi proche du domicile, vraiment de faire réémerger au plus près de nos habitats sur les petits territoires, dans les campagnes, de refaire revivre des activités comme l'entreprise dont je vous ai parlé, la Scope de Dinan, qui fonctionne très bien, et du coup permettre une économie vertueuse, créative et culturelle. C'est souvent ce qui se passe. J'ai une connaissance là en ce moment sur le territoire qui est en train de créer une Scope pour y faire un musée, mais un musée participatif. Il y a beaucoup d'idées sur la création, puisque sur les territoires, il n'y a pas ou peu de culture. Donc comment l'amener, comment la valoriser, quel lieu faire émerger pour accueillir la culture? Et bien voilà, un musée participatif va s'ouvrir sur nos territoires. Donc il y a plein de petites pépites comme ça, intéressantes. Et la nature est intéressante pour créer autour d'elle. L'économie à l'heure actuelle est en train de changer. Il y a une économie un peu plus vertueuse, comme je vous le disais. Les entreprises aujourd'hui, dans les grosses structures, forment de plus en plus à la connaissance, payent des formations à leurs salariés sur des formations qualitatives, de matière grise sur la réflexion. C'est comment améliorer l'entreprise pour que la société et l'humanité en gros s'améliorent. On est par exemple sur des entreprises qui sont label B Corp, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et en fait ces entreprises, leur but c'est de certifier les entreprises privées qui intègrent dans leur mission des modèles économiques, dans leur modèle économique, dans leurs effectifs, leurs produits ou services, des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Alors l'obsession pour eux, c'est pas d'être les meilleurs au monde, mais d'être la meilleure entreprise pour le monde. C'est ça la finalité. Et aujourd'hui, on assiste avec, le Covid a été là pour faire bouger un petit peu les lignes et nous donner à réfléchir sur le sens du travail, sur l'utilité des missions que l'on se donne. Pas mal de gens, en fait, moi c'est ce que j'observe, sont en burn-out et se questionnent sur l'utilité de leur travail. Donc aujourd'hui, en étant près de chez soi, on cherche à trouver des activités, à créer de l'emploi au plus près pour créer du sens, d'une part, mais aussi pour veiller à la préservation de l'environnement, qui est essentiel à notre survie. Et je termine par ce petit bourdon qui butine un hibiscus. Voilà. Merci. On peut passer aux questions ou alors aux témoignages, s'il y a des communes, des entreprises qui veulent témoigner, faire part de leur expérience, ou poser des questions à Sophie. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des communes, des agents d'entretien, des espaces verts, des responsables parmi vous? Oui. Bonjour, Yves Conquis, élu RS Nova, la commune qui vous accueille aujourd'hui. Bonjour. Donc on essaye d'avoir des démarches vertueuses et on est beaucoup de communes aujourd'hui à faire du zéro phyto. Oui. C'est-à-dire que on entretient au naturel, manuel partout. On a un souci où on arrive difficilement à faire passer le message, c'est dans le cimetière. Il est encore minéral. Il est en transition. Il est en partie largement minéral. Voilà. On a essayé on a fait un test dans une zone où on voulait laisser pousser des plantes dans les allées, des plantes qui se laissent piétiner, qui se laissent au sol. Mais alors, il y a une génération de personnes qui ne supportent pas de voir
un brin de verre mélangé, et donc qui sarcle, passe par temps à sarcler. Oui, c'est vrai. C'est souvent ce que me disent les gars qui sont à l'entretien. Ce que j'aime bien dans les formations, c'est qu'on a essentiellement des jardiniers, des agents d'entretien, et en fait, entre eux et puis les élus, il y a tout un monde. Il y a effectivement les habitants qui sont là, qui passent et qui disent « mais le pissenlit, là, pourquoi vous ne l'avez pas enlevé ?» Le pissenlit, effectivement, ou bien toutes les fleurs, c'est une culture. Durant ces 50 dernières années, on a été habitué à faire du propre, et effectivement, d'avoir des espaces avec une plantouille verte, ça ne va pas, ça ne fait pas net. Mais des expériences comme celle-ci, elles vont prendre du temps. Après, c'est aux élus, et puis concerter avec les agents de se mettre d'accord sur comment. Alors comment faire? La plupart du temps, ça marche lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de panneaux, vous savez, sur le fauchage tardif, c'est vraiment la clé, c'est comme ça que ça va marcher. À Saint-Lunaire, l'exemple justement pour la biodiversité, d'amener les gens à respecter l'environnement et à se dire qu'il y a une évolution, c'est important quand même, il faut que la prise de conscience se fasse, et il n'y a généralement que dans la communication. Donc dire qu'effectivement vous avez testé une zone, et que cette zone-là, elle va peut-être être intensifiée, et je pense qu'il faudra passer par là, parce que les agents d'entretien font un travail relativement ingrat. Après, je ne sais pas quel est leur outillage pour nettoyer le gravier, pour nettoyer tout ce minéral, mais en tout cas, sur des communes comme Rennes, qui est assez grande avec tous ces cimetières, aujourd'hui, on vient pique-niquer dans le cimetière de l'Est. C'est pour vous dire que voilà, il y a toute une génération qui a admis effectivement que les herbes pouvaient tout à fait revenir, mais qu'elles soient gérées. Donc il n'y a plus de passage de nettoyage du minéral proprement dit, il y a juste un entretien au bord des tombes avec la débroussailleuse, puisque l'herbe a repoussé quasiment partout. Tout est vert. En Allemagne, dans tous les pays anglo-saxons, les cimetières sont totalement verts. On a de véritables parcs, c'est magnifique. Donc le minéral, effectivement, il y a juste une histoire de temps, voilà, ça va prendre quelques temps. De la même façon que nous, en formation, nous voyons aussi des jeunes qui ont été formés et sensibilisés très tôt à la gestion différenciée, c'est-à-dire zéro phyto. On utilise les machines et l'huile de coude pour nettoyer autant que faire se peut. Et sinon, on gère autrement les plantations. Tout est une histoire de vision. Si on se dit que nous allons planter des arbustes qui ne vont pas pousser énormément, on n'aura pas à revenir à les tailler. Voilà, il y a la connaissance du végétal, il y a la connaissance du développement des plantes, et il faut avoir une vision à quelques années, à s'imaginer que telle plante va grandir à taille adulte, elle fera telle taille. Donc il faut toujours se mettre en avant et imaginer à quoi ça va ressembler. Quand vous direz aux habitants de la commune de l'Esnevin que dans ce cimetière, voilà, on va éviter de polluer les sols et qu'on va y voir revenir des fleurs ou bien des bestioles comme des lézards par exemple, ils seront contents. Je sais qu'à Saint-Lunaire, sur la commune dont je vous parlais tout à l'heure avec son panneau, ces petits panneaux d'affichage sur la biodiversité, le cimetière minéral est passé végétal depuis maintenant 3 ans. Il est hors de question, quand les jardiniers rencontrent des personnes au cimetière, de faire marche arrière. Les gens ont compris quel était le but du verdissement du cimetière. Quand on explique et qu'on fait de la pédagogie, ça marche. Donc un panonceau pour expliquer ce qui se passe là, et puis petit à petit, vous avancez en surface. Vous avancez, vous faites une partie du cimetière progressivement, ou bien vous passez en totalité, mais le truc, c'est d'expliquer aux gens ce qui se passe. Et c'est comme ça que les gens vont admettre. Allez-y, monsieur. C'est vrai que la question du cimetière revient souvent. Oui, c'est vrai. Zéro phyto, oui. C'est un petit peu compliqué. Bon, ça viendra avec le temps sans doute. Et j'ai vu, tout à l'heure, nous, dans notre commune, on est passé à l'élagage tardif. On a mis ça en place il y a déjà 2 ans. En fait, j'ai rencontré des agriculteurs pour leur expliquer ce qu'on voulait faire. Oui. Et autant la première année, ils se paru surpris, et autant aujourd'hui, ça se passe très bien. L'élagage n'est pas encore réalisé sur notre commune. Il sera réalisé fin octobre, début novembre. Ça permet en tout cas d'avoir un premier passage et puis un second. Donc on a fait un premier passage que sur les bas-côtés, oui, pour assurer la circulation, la visibilité, la sécurité. Oui, les vélos et les voitures. Et aussi dans les virages, toujours dans le même rôle. Mais sinon, tout le reste n'a pas été réalisé encore. Il sera réalisé après.
Ça permet aux gens aussi d'aller ramasser des murs, peut-être tout. Mais n'empêche que c'est. Mais c'est ça. Les gens ils ont compris un petit peu tout ça. Ça se passe relativement bien. Après, on a bien sûr des choses qui se mettent en place tranquillement, mais je pense que c'est aussi toute une autre culture. Il faut montrer qu'il y a moyen de faire autrement et oser échanger. C'est ça un peu la difficulté qu'on peut rencontrer, parce que nos agents, ils ont été formés à des méthodes, à des manières de faire, et aujourd'hui, accepter de changer, c'est un peu compliqué. Et aussi, le citoyen, l'habitant, peut-être aussi, à lui, pas toujours attendre tout de la commune et des autres, le citoyen aussi, de se prendre en main, de voir comment il peut gérer son espace sur la rue, ou tout à fait. De ne pas tout attendre de la collectivité et des autres. C'est ça. Critiquer, c'est bien, faire, c'est mieux. On est d'accord. Et c'est vrai qu'en fait, il y a, comme vous dites, ça revient finalement à faire de la pédagogie aussi, que la mairie, que les communes publient dans le journal un bulletin municipal, ou bien invitent les habitants justement à des initiatives comme celle de la biodiversité, où chacun va dire, tiens, bah, chez moi, j'ai vu telle bestiole. La commune fait un inventaire. Elle peut faire également des séances participatives. Je suis sûre que dans le secteur, vous avez des associations qui s'occupent de faire comme moi. J'invite à la maison une fille passionnante qui s'occupe de compter les butineurs. Alors vous dites, elle fait que ça, mais en fait c'est vachement intéressant, parce qu'en fait elle vient dans un jardin, elle vient sur une plante, elle va suivre un protocole très précis et puis regarder tout ce qui va venir butiner une fleur, une variété végétale. Et ensuite ces données-là, elle va les transmettre au Muséum d'histoire naturelle. Et pendant ce temps, lorsqu'elle vient chez nous le faire, durant des ateliers de jardinage, on en parle, et c'est une façon de sensibiliser aussi tous les participants, de savoir que ben voilà, telle plante va être butinée par tel butineur qui va favoriser la pollinisation, la fructification, et donc il y a toute une chaîne extrêmement grande, et la chaîne de la connaissance, elle est importante justement sur ces lieux-là pour que l'évolution se passe. Et donc des entreprises, des associations travaillent aujourd'hui, c'est de l'emploi de proximité aussi, pour sensibiliser les habitants et faire qu'il y ait ce passage-là. Mais quand on apprend aux jeunes qui sortent des écoles, ou bien des jeunes agents que j'ai en formation, ça leur pose aucun problème. Ils n'ont pas connu le modèle précédent, donc pour eux, ils ne se posent même pas la question. Ils font comme on dit. Donc la transition, elle est juste, je vais dire, en ce moment, il va y avoir dans 10 ans, ce sera fait, j'allais dire, quasiment automatiquement à mon avis. Je suis généralement optimiste et positive, mais je ne crois pas exagérer de dire que dans 10 ans, voilà, on n'aura plus de soucis. Et tous les cimetières seront quasiment végétalisés. Oui, moi je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, vous me rassurez sur le bocage, parce qu'on a aussi le programme Brest Bocage ici. Oui. Et par exemple, sur la communauté de communes d'ici, ça fait pratiquement 10 ans qu'on fait 10 km par an de bocage. Deux haies, super. Maintenant, ça suffit sans doute pas, il faudrait en faire plus, mais c'est déjà pas mal. Et derrière, il y a tout le problème de l'exploitation des bocages. Oui. Et on a aussi une site qui est à côté de Morlaix, un Cotard-Pro, qui va exploiter justement ce bois. On va aller dans une filière bois-énergie. Bois-énergie, ouais. Et sur la gestion différenciée, je voudrais revenir dessus, là vous avez raison. En effet, la communication est très importante, parce que quand on aménageait dans la commune un espace de détente en gestion différenciée, et donc c'était une levée de bouclier au départ en disant mais comment, on ne tond plus le gazon, on ne tond plus l'herbe, c'est incroyable, on laisse faire. Ouais. Alors après les fleurs sont arrivées, c'était merveilleux, donc la première année parfait, la deuxième année on a eu un peu moins de fleurs, et puis la troisième année, et bien malheureusement on a dû tondre pratiquement la moitié parce qu'on était envahi de rumex. Donc c'est pas évident, la gestion différenciée c'est assez technique. Non, c'est vrai, c'est assez technique. Il faut connaître, alors il y a eu aussi, vous savez, les prairies fleuries qui ont été vendues par pas mal de grainetiers, donc là ça c'était quelque chose, oui ça a été une petite farce en fait cette affaire-là, parce qu'elle ne dure que 2 ans. Et en fait il faut à nouveau gratter. Bon, les communes qui connaissent maintenant sont rompues à ça, il va y avoir 2 mois qui vont
vont être 2 années qui vont être belles, et puis la troisième année où normalement ça devrait continuer, eh bien il faut revenir et redécaper, refaire un lit de terre pour cela. Donc plutôt que d'avoir des plantes annuelles, c'est viser justement des plantes pérennes comme des plantes vivaces, ou bien des arbustes, et des arbustes que l'on peut imaginer mellifères, qui donnent des petits fruits. Imaginons une ville un petit peu comme Findorn, c'est en Angleterre, là d'où viennent les incroyables comestibles. En fait, ils se sont aperçus en plantant des arbres fruitiers dans la commune qu'il y avait un taux de criminalité qui baissait d'année en année. Ils se sont dit, tiens, c'est amusant. En fait, ça pacifie. Quand vous avez un environnement qui est beau, qui est généreux, où il y a de l'abondance, y compris quelqu'un peut venir picorer, peut venir glaner des fruits pour y faire, je sais pas, quelques recettes, eh bien ça participe au bien-être de toute la population. Et ça a été mesuré. C'est un phénomène, je pense, intéressant à étudier. Donc après, tout ce qui est technique, effectivement, les agents ont sans doute besoin d'explications ou de comprendre, d'informations, mais surtout ne pas se braquer et puis, comme vous dites, toujours communiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Moi, c'est juste une question de détail. Vous aviez évoqué tout à l'heure recherche tel animal, etc. Alors, cette petite modalité de communication en habitant, voilà. Oui. C'est dans quelle commune? C'est sur la commune de Saint-Lunaire. Et en fait, cette campagne d'affichage a été initiée par un CPIE. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien la faire aussi dans la commune où je suis pour que les gens, on est en commune rurale, hein, c'est un petit village extrêmement retiré, mais les gens connaissent a priori, sauf que la population se mixe et du coup des personnes arrivent, mais elles sont dans un petit lotissement et ne sortent jamais. Donc il y a pour notre petite bourgade, on est à peu près à 700 habitants, c'est même moins que ça, je vous dis des bêtises, je confonds avec un autre village, on est à 400 habitants. 400 habitants, on a quand même dans ce petit village une cité dortoir. Le seul lotissement, les gens ne se retrouvent pas. Donc c'est fou, quoi. Donc il est vraiment important de créer du lien. Et nous disons avec l'association, plus une autre petite association, que nous allons donner des temps où on va identifier toutes les plantes qui sont en bordure, en pied de mur, et identifier, donc telle plante, tiens c'est intéressant, elle n'est mauvaise, non elle n'est pas mauvaise, elle a des vertus médicinales, tiens donc, celle-ci elle est comestible. Et donc en sensibilisant les gens, en leur donnant rendez-vous sur des thématiques ponctuelles, mais c'est extrêmement intéressant parce que là, on se rencontre et là, on parle et après, chez eux, blablabla, l'information continue de circuler. Donc c'est comme ça qu'on peut faire vraiment avancer les choses. Donc les initiatives locales chez nous, c'est ce que nous allons faire cette année, c'est ce que nous avons vraiment envie de faire. Et puis à chaque fois, parler des arbres, parler du bocage, parler de la préservation de l'eau, faire des ateliers aussi, ça contribue. Le jardin, il y a une extension, le savon végétal, c'est végétal, ça vient d'une plante. Et bien apprendre à faire sa lessive soi-même pour éviter de polluer les eaux, plutôt que d'acheter des produits chimiques assez agressifs, et bien voilà, c'est faire des ateliers, se retrouver, échanger et préserver la nature dont on a tous besoin. Voilà.